Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro, une émission qui décrypte et qui analyse les activités ou les actualités audiovisuelles et surtout médiatiques. Ce soir, nous allons bien sûr parler de l'affaire BFM TV et surtout l'affaire Mbarki qui a défrayé la chronique dans le paysage audiovisuel français. Alors avant de commencer le débat avec nos amis chroniqueurs, nous allons voir cette déclaration de Rachid Mbarki, journaliste franco-marocain, et on revient à la discussion justement sur les dessous de cette affaire. Mon cœur bat pour le Maroc et je suis très très fier d'être un Marocain. C'est votre première participation? Alors non, c'est pas ma première participation, mais celle-ci, elle est un petit peu au-dessus des autres parce que c'est le 20e. Sérieux, professionnalisme, crédibilité, ça suffit largement. Et en général, bon ben voilà, quand on essaye de réunir tout ça, et aussi essayer d'être neutralité, hein, c'est très important. Et quand on essaie de réunir tout ça, après les gens vous regardent, donc on vous fait confiance, et voilà, mais il n'y a pas de recette miracle. Hein. Mais comment vous participez à un rapprochement à travers des ONG entre la France et le Maroc? Ah oui, avez-vous des activités sociales de quel type? Alors, je vous en dirai pas plus parce que voilà, je voudrais rester très discret là-dessus, mais j'essaye d'agir à ma manière, à mon petit niveau, pour faire briller le Maroc. Messieurs, on s'étonne qu'une chaîne qui est financée par Patrick Drahi, qui est de nationalité franco-marocaine, soit éclaboussée par cette affaire. Patrick Drahi ne finance pas BFM TV, il est le patron. C'est ça, il finance. Oui, son groupe, c'est le groupe Altis, il possède d'autres médias comme l'Express ou Libération et RMC pour la radio. Et surtout I24. I24, la chaîne israélienne d'information. Et donc, c'est un groupe de médias. Et il est considéré comme un homme discret en France, et même les médias français... Pas trop discret ces derniers temps. Pas discret, dans la mesure où il ne fait pas d'interview, il apparaît rarement en public. Les médias français l'ont déjà souligné. Je me rappelle d'une enquête faite par France Inter, qui est une radio publique française en 2016, et qui a donné beaucoup déjà d'informations sur Patrick Drahi, qui a donc pris la décision de devenir un des patrons des médias français avec d'autres, hein, parce qu'il n'est pas le seul. Et actuellement, Rachid Mbarki, qui est un journaliste franco-marocain, et lui-même reconnaît qu'il fait... On connaît, hein, on l'a vu dans cette vidéo. Hein. Non, il reconnaît qu'il fait du lobbying, puisqu'il parle d'un travail avec les ONG pour faire briller le Maroc. Cela s'appelle du lobbying. On peut considérer le lobbying comme une activité positive parfois, et parfois négative. Mais là, je pense que ce qui lui est reproché, c'est d'avoir repris une expression qui n'est pas tolérée dans les médias français, du moins par rapport à la position de Paris sur le dossier du Sahara occidental, parce que c'est un dossier qui, quand même, au niveau de la commission 4 de l'ONU, qui est la commission de la décolonisation, et donc tous les pays sont soumis à l'obligation de respecter les résolutions de l'ONU. Donc ce n'est pas une question qui a été tranchée. Or, lui, il a tranché à l'antenne. Il a tranché à l'antenne par rapport au territoire sahraoui. Celui a valu donc cet audit interne, il n'a pas été mis à la retraite, contrairement à ce que dit le journaliste européen. Il est à l'arrêt en attendant que l'enquête se termine, puisque il avait déjà annoncé cette expression par rapport au Sahara occidental dans un sujet de présentation, aux présentations d'un sujet dans un chapeau, comme on dit dans le langage de l'audiovisuel, en juin 2022, en parlant d'une réunion entre des hommes d'affaires marocains et espagnols à Dakhla, et où il citait un peu le territoire sahraoui comme appartenant au Maroc. Et donc cela est passé inaperçu déjà en juin 2022. Il parlait de réchauffement parce que vous savez que l'Espagne a stratégiquement changé sa position par rapport à la question sahraoui. Mais dernièrement, apparemment, il a fait passer des informations. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit exactement, parce que je ne sais pas si vous avez cherché sur les vidéos. Il n'y a pas de détails sur l'information, parce que lui... en fait, les sujets, en fait, ils sont diffusés très tard la nuit. Et encore, on n'a pas retrouvé de traces dans la chaîne YouTube de BFM TV, c'est-à-dire que le sujet a été totalement supprimé
toute trace du sujet a été introuvable, mais il y a eu quand même certains qui ont capté un petit peu justement le sujet, et ça parlait justement d'un reportage présenté par Mbarki à propos du Forum économique de Dakhla. C'était en juin 2022. Tout à fait, en juin 2022, ça a été révélé. Ça a été révélé par le journal espagnol El Confidencial. El Confidencial, mais déjà à l'époque, ça n'a pas pu soulever des débat parce que c'est passé inaperçu. Tout à fait. Mais il a fallu que la direction de BFM TV lance justement une enquête interne pour comprendre l'origine de ces informations, surtout ces diffusions, ces contenus diffusés. Parce que un chapeau sans justement l'aval de la rédaction en chef. Parce que le circuit ou la chaîne de validation, c'est de passer par le rédacteur en chef et Rachid Mbarki qui n'ont pas respecté la hiérarchie éditoriale. Qui est la chaîne qui est au niveau de BFM TV depuis déjà plusieurs années, présentait l'édition de nuit. Et donc, lors de cette édition de nuit, qui est entre minuit et 4h30 du matin, il n'a visiblement pas validé ces chapeaux, parce que les chapeaux, la présentation, c'est pas lui qui fait les sujets, mais il le présente, mais un animateur ou un présentateur de journal, il peut jouer comme il veut avec les mots. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de contrôle rédactionnel. Apparemment, ce qui s'est passé, parce que la chaîne qui est gérée par Jean-Marc Fogiel, que tout le monde connaît par ses passages, notamment dans son émission sur France 3, n'a pas été bavard sur la question. Et lorsqu'il s'agit de questions internes, les chaînes de télévision préfèrent la discrétion, peut-être qu'en attendant d'exprimer ou d'expliquer ce qui s'est passé. Mais il est clair qu'on parle d'ingérence d'un État. Donc on soupçonne Rachid Mbarki d'avoir été influencé ou d'avoir reçu de l'argent ou d'avoir été corrompu ou manipulé, on ne sait pas, parce que l'enquête va le révéler, pour peut-être essayer de faire passer les positions diplomatiques marocaines. Alors, Reda Hariresh, cette affaire a quand même révélé une chose, c'est que les médias français ne se sont pas tus pour la première fois sur des ingérences marocaines dans les médias d'information françaises. Qui ne sont pas nouvelles. Hein. Qui ne sont pas nouvelles, voilà, exactement. Oui, en fait, les ingérences de la politique dans les médias datent déjà depuis plusieurs décennies. Sauf que cette fois-ci, c'est tombé quand même après la grave affaire des écoutes de Pegasus. Il y a véritablement une intrusion d'un pays étranger, aussi bien en France, en Espagne qu'au sein même du Parlement européen. Et de plus en plus donc de journalistes et de personnes qui travaillent dans les médias considèrent qu'il y a une ligne rouge qui a été dépassée et donc il y a une sorte de concussion entre la politique et les médias. Et c'est ce qui a poussé donc des journalistes à prendre position et à lancer cette alerte-là, parce que ça tombe en même temps que d'autres scandales qui touchent le Parlement européen, et notamment en ce qui concerne des financements qui viennent d'autres pays. Et certainement que le moment est venu quand même d'établir un cordon bleu entre le monde de la politique et celui des médias, de manière à ce que les journalistes puissent travailler sans subir aussi trop de pression. Parce que dans certains cas de figure, les directeurs des médias ne se gênent pas pour demander à leurs journalistes de choisir telle ou telle option. Et souvent, les journalistes sont obligés parfois de s'exécuter. Et là, comme il y a un jeu entre les lobbies et certains partis politiques, voire même d'autres pays, le Maroc n'étant pas quand même membre de l'Union européenne, ni membre d'une quelconque institution européenne, très probablement que certaines parties émanant du pouvoir français ont voulu également fixer les limites de cette intrusion qui est de moins en moins acceptée. Alors, Faisal Baroudi, Rachid Mbarki, c'était... Sofiane Baroudi. C'est parce qu'il y a trop de Faisal des fois. Sofiane Baroudi, alors, Rachid Mbarki avait expliqué avoir utilisé des informations qui lui venaient d'informateurs qui n'ont pas forcément suivi le cursus habituel de la rédaction. Alors, déjà, premièrement... Est-ce que ça, sans le dire, c'est un petit peu des informateurs qui sont identifiés à travers le Makhzen?
Moi, je pense que Rachid Mbarki a affiché, ou si vous voulez, il assumait complètement sa fonction d'agent d'influence marocain. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit d'une manière assumée dans le sonore qu'on a écouté. Ouais. La vraie problématique, c'est que c'est censé être validé par la rédaction. BFM TV, de par son propriétaire, et aussi une chaîne qui a été connue pour des positions, premièrement, qui sont très, si vous voulez, proches, ou alors qui couvrent les crimes de l'apartheid sioniste, premièrement, et deuxièmement, qui couvrent aussi la politique expansionniste marocaine. C'est une ligne qui était assumée jusqu'à un certain moment, sauf que depuis juin, parce que l'affaire, notamment concernant l'ingérence au profit du Maroc, et en juin dernier. Mais depuis juin, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment sur l'échiquier politique en Europe. Il y a premièrement l'affaire du Morocco Gate qui a pris des proportions très très importantes. C'est-à-dire que c'est à la fois une affaire de corruption au sein du Parlement européen via l'utilisation de personnalités européennes comme le plus connu, c'est-à-dire Panzeri, qui est actuellement incarcéré, qui lui-même gérait un réseau d'ONG. Mais Mbarki a aussi parlé des activités des ONG qui servaient comme paravent pour des opérations de corruption et aussi pour des opérations d'influence à grande échelle. L'affaire du Morocco Gate ne s'est pas arrêtée juste à la corruption de députés européens, vu qu'elle implique aussi une action des services extérieurs marocains, ce qui change complètement la donne et qui devient une affaire de souveraineté pour l'Union européenne. D'ailleurs, la résolution qui a été adoptée le 19 janvier, la résolution condamnant le Royaume du Maroc pour des affaires de répression, mais aussi pour des affaires d'espionnage, a été interprétée à Rabat comme étant une forme d'action de Paris, ce qui a entraîné une crispation diplomatique très très importante. Alors, pour reprendre un petit peu le fil de l'action, Faisal, toi qui connais un petit peu le fonctionnement des médias en France, comment ça se fait, par exemple, une audite interne, parce que c'est venu quand même de la direction de BFM TV, alors que la chaîne elle-même est financée, ou disons, est la propriété d'un homme d'affaires qui est affilié au lobby du Merzen. Comment ça se fait que la direction de BFM TV soit aussi indépendante pour lancer une audit et lancer une enquête interne? Oui, parce que BFM TV, c'est une chaîne d'information continue qui est la plus vue en France. La première chaîne d'info en France. Elle a dépassé LCI et CNews. Donc, ça a renforcé Fogiel, qui est le directeur général de la chaîne. De la chaîne, oui. C'est également une chaîne, pense aussi à sa crédibilité, pense à son sérieux. BFM TV, bon, à un moment donné, a essayé d'équilibrer par rapport à ces sujets internationaux, notamment lorsqu'ils concernent l'Algérie, le Maroc, le Maghreb, certains sujets au Moyen-Orient. Il y a une volonté d'équilibre, peut-être parce qu'une chaîne d'information a aussi ce devoir de professionnalisme, je ne dirais pas de neutralité. Et l'audit, il est important, d'autant plus que même les syndicats, ont critiqué un peu l'attitude de Rachid Mbarki, parce que vous le savez très bien, Salim, qu'un présentateur de journal n'a pas le droit de donner des informations comme il l'entend. Il y a toujours dans les télévisions... C'est déjà pas mal, hein. C'est valable dans tous les pays du monde, pas uniquement en France ou en Algérie ou ailleurs. Il y a des chefs d'édition, il y a des rédacteurs en chef, il y a des directeurs de rédaction qui valident les sujets, qui doivent voir les sujets. Les chapeaux sont aussi validés par les chefs d'édition. Et donc, quand on fait une édition de la nuit, on peut profiter pour faire passer un petit mot ou deux mots. Et vous savez que dans le langage des médias, lorsqu'il s'agit d'éducation internationale, lorsqu'on utilise un mot, il a toujours un sens. Et je pense que ce qui s'est passé par rapport à Rachid Mbarki, qui évite de donner des détails et de dire ce qui s'est passé, mais je pense que BFM TV va donner peut-être le résultat de l'audit, parce qu'ils ont promis de le faire, pour savoir ce qui s'est passé et pour savoir pourquoi ce journaliste, on l'encourt, parce que Rachid Mbarki travaille dans les médias depuis la fin des années 80, et il était d'ailleurs le présentateur de la fameuse émission. Ouais. Mais il a été écarté vers la nuit. Hein, donc, oui, il faisait l'émission Faites entrer l'accusé sur France 2, il a travaillé dans d'autres médias, il a même présenté des journaux. Donc ce n'est pas un journaliste qui se fait avoir ou qui se fait manipuler. Et c'est parfaitement peut-être encore... Est-ce qu'il a été un petit peu... Est-ce qu'on peut considérer qu'il était un petit peu rassuré du fait que Drahi est proche du Palais Royal? Non, je ne pense pas à ce niveau-là, non. C'est pas de cette manière, parce que ça serait vraiment trop classique.
c'est trop classique parce que la chaîne BFM TV aurait pu prendre position pour la position marocaine. Or, elle l'a pas fait, elle l'a pas fait. Elle essaie toujours d'équilibrer, évidemment, dans le traitement des sujets, dans le traitement des images, dans les mots. Il y a toujours on prend toujours parti pour une partie, on dépend de l'autre. Mais la BFM TV suit aussi la politique extérieure de la France. Elle ne peut pas être à contresens de ce que fait Paris, parce que Paris cherche un équilibre, si vous voulez, dans ses relations avec l'Algérie et le Maroc. On parle d'une visite du président Emmanuel Macron au Maroc les prochains mois. On parle aussi, on a même parlé d'une crise entre Rabat et Paris sur plusieurs questions, parce qu'il y a des pressions au Maroc, notamment lorsque vous lisez les médias marocains, ils reprochent à Paris le mal d'avoir une attitude, une position pas claire par rapport au Sahara occidental. Et donc je pense que ça rentre dans ce cadre. On fait entrer l'idée que l'appartenance du Sahara occidental est marocaine, et donc d'où cette réaction, de cette polémique. La France ne veut pas avoir cette polémique en ce moment-là, et donc je pense que Paris ne veut pas avoir des problèmes de ce côté-ci, d'où peut-être cette réaction de la chaîne BFM TV. Est-ce qu'on peut considérer aussi que le Maroc fait pression sur la France pour qu'elle sorte de la position de neutralité dans ce dossier, hein? Oui, il y a des pressions, c'est évident, il y a des pressions, oui. Et ce rapprochement entre Paris et Alger dérange un petit peu les médias marocains, bien sûr, mais surtout les lobbies marocains qui sont dans les médias français. On a même lu des éditoriaux dans les médias marocains lorsque le président Macron est venu en Algérie, parce que le président Emmanuel Macron est venu pour tourner une page d'une crise diplomatique qui a trop duré, liée à ces déclarations qui sont d'ailleurs contestables par rapport à l'histoire de l'Algérie, l'existence d'une nation algérienne avant l'occupation française, c'est la décision de Paris de réduire les visas, donc il y avait une crise diplomatique, et donc le président Macron qui a visité l'Algérie à deux reprises est obligé de venir parce que l'Algérie est un partenaire important, surtout en ces temps de recherche de consolidation de la sécurité énergétique européenne. La France a besoin du gaz algérien, comme elle a besoin du gaz qui vient d'ailleurs pour sortir entre guillemets de la dépendance du gaz russe. Donc c'est des rapports qui sont stratégiques, qui sont importants. On a critiqué justement à cette époque la venue de Macron en Algérie. Or, comme si le Rabat pouvait décider de la politique extérieure de la France ou de l'Espagne ou d'autres pays. Reda Harirash, est-ce que cette affaire justement renforce un petit peu les liens entre la France et l'Algérie, surtout que un média francophone ou média français affirme avoir enquêté sur des ingérences marocaines, c'est-à-dire qu'on enlève toute suspicion sur l'ingérence du Maroc dans les médias français. Ce sont deux choses quand même qui sont différentes. Parce que dire que ça va renforcer les relations entre l'Algérie et pas renforcer, France, mais disons enlever le doute sur l'interprétation de l'information dans les médias français. Disons que ça va plutôt rééquilibrer. Ça va plutôt rééquilibrer l'interprétation qu'on fait généralement des relations entre la France et le Maghreb, et le Maroc ne sera plus considéré comme l'unique, voire le seul bon élève de la classe en Afrique du Nord, mais pas plus. Parce que les relations entre l'Algérie et le Maroc obéissent quand même à d'autres considérations entre la France et le Maroc et entre la France et l'Algérie. Ça obéit à d'autres considérations. Il peut parfois y avoir des scandales comme ça qui peuvent venir altérer les relations entre Paris et Rabat, mais il ne faut pas oublier que quand même il y a des liens et des raisons privées qui sont importantes. Il y a beaucoup de partenaires français privés qui ont leur résidence secondaire au Maroc. Et ces gens-là seront toujours bien accueillis, aussi bien par le Palais Royal que par le Makhzen, de manière à pouvoir faire fructifier les gains de sa politique étrangère. Donc, comme je l'ai dit au départ, ça va probablement, en quelque sorte, rééquilibrer ces relations, et la France verra d'un autre œil, les médias français verront d'un autre œil leurs relations avec leurs partenaires tunisiens et algériens également. Je pense, Salim, si vous permettez, je pense qu'il y a eu... le changement, la donne a changé lorsque le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Et depuis, le Maroc agit. C'est dit, si vous suivez un peu ce que dit le média marocain dans les éditoriaux, on ne reproche pas uniquement à la France, à d'autres pays européens. C'est que depuis cette reconnaissance, depuis la reconnaissance de Trump, déclaré l'ancien président américain, qui est bien sûr contesté, y compris aux États-Unis, le Maroc s'est mis dans la tête, la diplomatie marocaine, que tous les États doivent s'aligner.
sur Israël, sur les États-Unis, pour défendre leurs idées, ou si vous voulez, leur plan leur plan pour le Sahara occidental. Et d'où ces réactions et d'où ces interventions qui sont quand même étonnantes, parce qu'à ce niveau-là, on ne s'ingère plus dans des travaux de médias depuis les années 50, de cette manière du moins. Il y a toujours de l'influence des États étrangers, pas uniquement du Maroc ou d'Israël ou d'autres, mais pas de cette manière, pas directement dans les médias, au point que ça devient un scandale. Donc c'est des questionnements qui se posent. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise action quelque part, ou est-ce qu'il y a eu une erreur? Une erreur, à mon avis, très grave. C'est pas la première fois que des journalistes français sont impliqués dans des opérations, justement, disons-le, de corruption ou d'influence dans les médias. On se souvient des 2 journalistes qui ont tenté d'être payés par le Makhzen pour justement retirer leur livre de la publication, Wireda. Oui. Et Rabat qui a déposé plainte contre les journalistes. Tout à fait. Mais quand même, il y a eu entre-temps ce scandale de Pegasus qui a touché, y compris le chef de l'État français. Et donc, par conséquent, les médias français ainsi que les autres. Pensez que l'affaire Pegasus a un petit peu débloqué la situation et remis un petit peu les pendules à l'heure? Débloqué, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a révélé certains aspects qui étaient sombres et qui ne pouvaient plus être regardés, puisque si le premier magistrat... Je rappelle que l'affaire Pegasus a été révélée par le journal, plusieurs journaux français dans le monde. Forbidden Stories. Tout à fait. Il y a aussi des évolutions de l'affaire Pegasus. L'affaire Morocco Gate, par exemple, ne se limite pas, comme je disais tout à l'heure, à une affaire de corruption. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enquêtes, et l'enquête aussi de la justice belge est en train de le confirmer. Ça a été rapporté par Der Spiegel, qu'il y a une action des services de renseignement extérieur marocains pour influencer les décisions, notamment concernant les accords commerciaux et concernant les accords commerciaux sur une zone qui est considérée comme un territoire à décoloniser, une zone non autonome, d'ailleurs les accords ont été annulés par la Cour de justice européenne. Mais les députés ont voté en la faveur de ces accords-là, de par une opération qui est une opération d'infiltration, une opération de manipulation aussi des députés européens, mais ça ne s'arrête pas juste là. Et moi je pense que même BFM TV a pris cette décision-là parce qu'il y a aussi une enquête qui s'appelle Dry Leaks, qui est un scandale de corruption qui vise justement le propriétaire qui a été révélé. D'ailleurs, le site qui avait révélé, qui s'appelle Reflet, qui est un petit site indépendant entre guillemets face à Altis qui pèse des milliards de dollars, a réussi à débouter la plainte déposée par Dry, et c'est-à-dire à continuer à publier aussi de nouvelles révélations dans cette affaire de corruption, ce qui gêne beaucoup les intérêts du milliardaire et du groupe Altis, qui est un groupe très important. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose de très important, c'est que les relations franco-marocaines, au-delà de l'Algérie, moi je pense que ça n'a absolument rien à voir, sont vraiment dans une situation très très délétère, parce qu'il n'y a qu'à voir la réaction du Parlement marocain qui a accusé directement Paris d'être derrière l'enquête et derrière la résolution du Parlement européen, d'ailleurs qui a été démentie par l'ambassadeur de France au Maroc Comment récemment. expliquer justement beaucoup de médias français, pas certains, mais beaucoup de médias français ne parlent pas du Maroc Gate, mais du Qatar Gate? Mais il y a aussi beaucoup le volet sur parce qu'il y a 2 affaires qui sont oui, mais surtout c'est Maroc Gate. C'est-à-dire que jamais ils sortent avec en titre le Maroc Gate. Peu, mais il y en a beaucoup, et en Espagne notamment, c'est le Morocco Gate qui est retenu parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Si vous voulez, l'Espagne est le représentant de l'Union européenne concernant la question frontalière, qui est une question très très épineuse et sur laquelle la partie marocaine fait ouvertement du chantage à l'Espagne. Pour la France, c'est une autre considération, mais il y a de plus en plus, parce que l'affaire Pegasus ne concerne pas juste les responsables, elle concerne aussi le volet journalistique. Il y a des journalistes français qui ont été victimes justement de cyberrépression via le logiciel Pegasus, et il y a des enquêtes qui sont en cours. Les plus connues sont Rosa Moussaoui de l'Humanité, qui a d'ailleurs aujourd'hui écrit un article qui révélait la possibilité aussi qu'il y ait, si vous voulez, une corruption, c'est-à-dire que l'action de Rachid Mebarké cacherait aussi une affaire de corruption pour influencer l'opinion. Ça a été révélé aussi par le site Politico, qui avait révélé que Rachid Mebarké a reçu des sommes d'argent contre un petit peu son influence dans BFM TV ou
s'accompagne un petit peu pour le Maroc. Je pose des questions s'il n'y avait pas l'article de Politico, est-ce qu'il y aurait eu ce scandale? Pourquoi le site Politico a été le seul à révéler cette affaire et qui a été un petit repris par tous les médias, notamment Le Monde, TV5. Parce que Politico est quand même, c'est un site assez sérieux quand même, et qui a un petit peu fait de l'ombre à Mediapart. Mediapart et même le Canard enchaîné il y a quelques semaines, et il a parlé aussi des influences de Drahi, et il a même fait un article très courageux d'ailleurs, en disant que Drahi essaie d'étouffer le scandale, parce qu'il a déposé plainte contre tous les médias qui ont parlé et qui ont osé aborder l'affaire de Drahi Leaks, parce qu'on donne des informations notamment sur qu'il ne paye pas les impôts, il est établi en Suisse avec son mari, les fuites fiscales. Et d'ailleurs, déjà France Inter, je l'évoquais au début, dans une enquête qui a été très courageuse aussi, publiée déjà en 2016, évoquait déjà cette fortune qui est basée sur le non-paiement des impôts. C'est un peu le système Drahi. Et cette affaire, sans plus parler de l'affaire Pegasus, qui est on le rappelle pour nos amis téléspectateurs, est un logiciel d'espionnage israélien qui a été vendu à plusieurs États, plusieurs pays. Et on a, j'ai l'impression qu'y compris dans les médias européens, on a essayé d'étouffer cette affaire. À un moment donné, même le président Macron lui-même a été victime de logiciel. C'était vraiment un malaise qui s'est tenu en France. Oui, conseil de défense, ça veut dire qu'on est allé à un niveau très, très, très sérieux d'un État qui espionne d'autres États. L'espionnage a toujours existé, bien sûr, sous des formes classiques, peu classiques, etc. Mais à ce niveau-là, oser écouter les téléphones des chefs d'État, ça, on n'a jamais vu par le passé. Peut-être qu'il y a d'autres logiciels d'espionnage qu'on ne connaît pas. Mais disons que cette affaire, la manière avec laquelle la presse européenne a traité cette affaire est assez curieuse. On est passé à autre chose, comme si rien n'était. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que même pour BFM, il y a une enquête de l'audit interne sur des journalistes qui auraient été payés pour critiquer le Qatar. Ce qui est assez étonnant. Payés par qui? Là, c'est une grande question. Et est-ce qu'Israël, qui a le patron de BFM TV, du groupe Pendant la Coupe du Monde, tu veux dire? Oui, pendant et avant. Avant la Coupe du Monde, oui. Avant et pendant. Et donc, maintenant, c'est devenu presque clair que le lobbying a toujours existé au sein du Parlement européen. La corruption a toujours existé au Parlement européen par aussi beaucoup d'États qui essaient le lobbying, il y a des aspects positifs et négatifs, bien sûr. Mais lorsqu'on essaie d'orienter des politiques extérieures, bien qu'il n'y a pas une politique extérieure européenne, on l'a vu avec la crise en Ukraine, il y a les accords de libre-échange, le volet des accords commerciaux. Les accords commerciaux, etc., qui fait que maintenant on est face à un scandale, et je pense que le Parlement européen est vraiment dans l'embarras par rapport à ce scandale avec le Maroc, avec le Qatar, parce qu'on parle aussi du Qatar qui aurait financé et d'autres États. On a même, des journaux comme Libération, il s'est posé la question pourquoi on n'a pas parlé de la Russie. Comme s'il essayait de botter en touche par rapport au scandale à BFM. Pourquoi on n'a pas parlé de la Russie? Pourquoi on n'a pas parlé de ceci et de cela? Comme s'il ne fallait pas aussi parler du Maroc. Mais justement, en parlant de Drahi, qui a financé pas mal de journalistes, on parle surtout, par exemple, d'un contrat de consulting pour le journaliste Jean-Jacques Bourdin de BFM TV, qui était à BFM TV, et qui a bénéficié d'un contrat de 1,4 million d'euros. 1,4 million, c'est quand même énorme. On parle aussi de 50 000 euros qui ont été offerts comme une donation à BHN pour faire un documentaire. C'est-à-dire que pourtant des financements publics. Et il avait financement public, voilà. C'est-à-dire que Drahi, au-delà du fait qu'il a une chaîne de télévision ou des chaînes de télévision et des médias, finance des lobbyistes, des journalistes et aussi des influenceurs qui ont quelque chose à offrir justement à l'opinion internationale. Drahi, il a une fondation avec son épouse qui est en Suisse, et souvent l'argent, lorsqu'il est donné en donation ou en soutien, il est défiscalisé. Il est défiscalisé, c'est normal. Il ne perd pas grand-chose dans l'affaire. Mais justement, il est accusé d'avoir, disons, fait une évasion fiscale qui s'élève à 4 millions et quelques d'euros. Oui, il y a une enquête par la justice suisse de cette enquête. Mais 4 millions et 4,7 millions de francs suisses. De francs suisses. Non, ce qui est étonnant, qui pose des questions, qui est évoqué aussi par certains sites et médias français, c'est le fait que Bernard-Henri Lévy, qui est le président du conseil de surveillance d'Arte France. Tout à fait. Il est président et en même temps, il reçoit de l'argent
de la même chaîne pour son documentaire sur l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Conflit Il y a un d'intérêts. conflit d'intérêts ouvert. Ça veut dire qu'automatiquement, normalement, il y a une ouverture d'enquête. Et il y a le gendarme de l'audiovisuel en France qui devrait se poser des questions. Bernard-Henri Lévy a toujours eu des finances, y compris de France Télévisions, de groupes Pour des publics, documentaires qui n'ont aucun impact sur le paysage audiovisuel. Non, lui, il sort toujours sur la bague. Il a fait des documentaires sur l'Afghanistan, sur le Kurdistan. Sur la Bosnie. Sur la Bosnie. Ils sont orientés selon les intérêts impérialistes du moment, il faut le dire directement. Et le dernier, pour servir des agendas. Et le dernier sur l'Ukraine, donc c'est le financement. Il a fait sur la Libye aussi. Mais sur la Libye aussi. Toujours pour servir des agendas belliques, alors très souvent dans ce sens-là. Et il se prend. Il a tenté sur l'Algérie. Hein. Il est venu en Algérie. Oui, non, mais il a tenté. Il est venu, il a fait même un article qui a été publié par la presse algérienne. Tout à fait. Évidemment, c'est quelqu'un qui a choisi son créneau, qui est là, notamment dans les zones de conflit. Et qui, je rappelle, est philosophe, même pas journaliste ni réalisateur. C'est un philosophe, maintenant c'est un réalisateur de documents. Je me rappelle que, rappelez-vous, une fois au Festival de Cannes. On était au Festival de Cannes. On a changé la programmation à la dernière minute pour placer le documentaire de Bernard Lévy, je pense que c'est au Kurdistan. Sur les Kurdes, oui. Ce qui est assez étonnant pour un festival international qui a une programmation établie qui ne doit pas être changée. Mais bon. Oui, moi, je pense qu'il y a aussi sur les éléments de conjoncture qui sont en train vraiment de changer. Déjà, il y a premièrement le contexte du conflit en Ukraine, si vous voulez, qui vraiment polarise les opinions. Il y a aussi une forme de refus de l'opinion publique de ce qui est devenu l'appareil politico-médiatique et de la pratique de corruption à grande échelle dans ces élites-là qui défendent systématiquement, si vous voulez, les mêmes schémas qui sont d'abord contre les intérêts des classes populaires à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un organe comme BFM TV est très contesté. Par exemple, il était au cœur de la contestation des Gilets jaunes qui considéraient que c'était l'appareil de l'oligarchie au pouvoir. Et quand on utilise le terme d'oligarchie, ça veut dire que, si vous voulez, tous les ferments ou les éléments de la démocratie libérale à l'occidentale ont complètement chuté. Et il y a vraiment un intérêt à présenter une autre image. Il y a aussi le cumul à la fois des affaires de corruption, mais aussi des affaires si vous voulez, d'ingérence étrangère qui pose la question de la souveraineté, à la fois dans ces pays-là individuellement, mais aussi dans le groupe européen qui apparaît vraiment comme étant un groupe de nations qui n'a aucune souveraineté, ni sur le plan médiatique, ni sur le plan militaire, ni même sur le plan financier, si vous voulez. Et donc, ça pose vraiment problème. Il y a une sorte de sensibilité accrue de ces questions-là qui sont, si vous voulez, au cœur du mouvement de colère qui est en train de traverser les sociétés européennes. Et donc, il faut absolument, impérativement, donner une autre réponse. C'est le cas, par exemple, en Espagne, c'est très virulent en ce moment. Par exemple, le dernier sommet, la dernière conférence de haut niveau hispano-marocaine a été qualifiée par les médias et par, si vous voulez, les politiques en Espagne de camoufler pour le gouvernement Sanchez. Des termes durs ont été utilisés parce que l'Espagne apparaît comme étant très faible par rapport au Maroc. Et ça pose vraiment problème, notamment avec la montée des mouvements souverainistes et des mouvements de droite dure qui, eux, posent ce problème-là sur la table. Reda Harirash, cette affaire, est-ce que vous pensez que BFM TV en sort un petit peu grandi, hein, surtout que ça révèle un petit peu la crédibilité et un petit peu la liberté éditoriale de la direction générale dirigée par Fogiel? Oui, elle va certainement en tirer un profit. Sachant que c'est un média privé, ce n'est pas un média public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des organes ou des organes de contrôle indépendants extérieurs. L'important, c'est de toujours augmenter l'audimat, quelle que soit la manière avec laquelle on peut obtenir ce résultat. Et un scandale pareil, finalement, je doute fort que ça puisse se retourner contre cette chaîne de télévision. C'est-à-dire le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il y a une concentration des médias, aussi bien en France qu'ailleurs en Europe ou dans le monde occidental, entre quelques mains. Donc il faudrait peut-être qu'il y ait au niveau de la législation, au niveau de l'Assemblée nationale, une loi qui soit votée pour éviter que 2 ou 3 mains n'aient le contrôle sur quasiment l'essentiel des médias. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir, c'est au niveau du législateur. C'est-à-dire que les citoyens doivent se mobiliser pour faire comme en Suisse, par exemple, une sorte de votation et attirer l'attention sur le fait qu'il y a une trop grande concentration des médias entre quelques mains et ça crée une sorte de collusion et de conflit d'intérêts, inévitablement. Aux États-Unis, par exemple, il y a cela 50 ou 60 ans, a été votée une loi antitrust pour éviter que
toutes les compagnies américaines ne soient contrôlées finalement à la fin par un second pour éviter les situations de monopole. Ce qui est valable pour le monde économique l'est aussi pour le monde médiatique et il le sera davantage parce qu'il va y avoir d'autres scandales qui vont éclater et je pense que le mouvement citoyen sera là pour alerter l'opinion publique et dire que le moment est venu de revoir un certain nombre d'articles de loi qui maintenant sont dépassés avec la numérisation, avec l'ouverture du bouquet. Depuis les années 90, il y a un toilettage qui doit se faire au niveau des lois qui régissent ce monde. L'Assemblée nationale française a fait, je me rappelle, un débat, elle a même fait un hearing, elle a écouté Vincent Bolloré qui a été bombardé de questions, notamment pour cette question de... C'est l'autre homme d'affaires qui détient pas mal de médias. De médias qui est juste derrière Patrick Drahi dans les fortunes en France, selon le classement de Forbes, le magazine américain. Donc, il a été questionné justement des questions sur ça. Il y a, je sais qu'au sein de l'Assemblée populaire nationale, je veux dire la PN, même s'il y aura bientôt un débat sur la loi sur l'audiovisuel et la loi sur la presse, de l'Assemblée française, donc il y a certains députés qui veulent ouvrir ce débat évoqué par l'EDA, c'est la concentration des médias entre des mains, de quelques mains. Le problème est dans beaucoup d'autres pays européens, occidentaux, qui effectivement pose un véritable défi pour la liberté d'expression. On n'a pas le droit de dire ceci, on doit le dire de cette manière, on le voit avec l'Ukraine. On le voit avec l'Ukraine, c'est très clair. Mais Faisal, l'ingérence et le lobby et même l'argent sont toujours présents dans les chaînes de télévision et même dans les documentaires ou les médias. Récemment, on a vu un documentaire à l'Institut français qui s'appelle I'm Greta, qui parlait un petit peu d'une écolière de 15 ans suédoise qui a fait grève pour soutenir le climat et qui a montré une image... Qui a été insulté par Trump, d'ailleurs. Qui a été insulté par Trump et qui a été reçu par Macron et le SG de l'ONU, mais en même temps qui a offert une image négative de Poutine. Oui. C'est-à-dire que là, on utilise également... On utilise aussi certains médias et certains documentaires et certains reportages dans la même ligne éditoriale qui est fixée par certaines chaînes de télévision. Quel que soit le sujet qui est abordé, il y a toujours une orientation qui n'est pas idoine, qui n'est pas réelle, qui n'est pas objective. L'objectivité pure ou la neutralité pure, ça n'existe pas, tout le monde le sait. C'est vrai qu'en tant que journaliste, on est obligé d'équilibrer, de donner les différents points de vue. Mais les orientations, ça a toujours existé. Le lobbying a toujours existé. Les ingérences des États ont toujours existé dans les médias, mais pas à ce niveau aussi j'allais dire, aussi indécent. On peut essayer d'orienter les rédacteurs en chef qui sont reçus dans des restaurants, etc. Ça a toujours existé, même si c'est bâti, ça a été dénoncé par le cinéma américain, le cinéma européen lorsqu'il est indépendant, même dans le documentaire, même par des journalistes. Mais disons, les orientations, lorsqu'il y a des moments de crise, il y a une volonté des États, y compris les États les plus démocratiques, d'une reprise en main des médias pour les orienter vers une certaine... On le voit avec l'Ukraine, c'est très clair. Avec l'Ukraine, c'est très clair. C'est un véritable... c'est un choix, mais comme tu as dit, c'est un choix diplomatique des pays qui sont contre l'Ukraine. Et les médias sont bien, évidemment, c'est valable pour tout le monde. Ils suivent la ligne éditoriale du... doivent respecter la politique extérieure de leurs États, mais c'est toujours critiquable, mais... il y a des choses qu'on on ne va pas revenir sur la suppression de Russia Today. Oui, Faisal. On en a parlé. J'aurais aussi une petite observation qui me paraît importante. Moi, je pense que l'affaire BFM et Barkey est aussi liée à un élément très, très important. Vous parlez de l'Assemblée nationale en France. Elle a vu pour la première fois une délégation du Front Polisario qui a été reçue, notamment dirigée par Sultana Khaya. Et donc, l'élément important, c'est que la cause du peuple sahraoui, qui est une cause légitime, fait de plus en plus de progrès en Europe. Déjà, en Espagne, l'opinion publique est très, très sensible à la question. Mais aussi en France, on voit de plus en plus d'articles, de reportages et aussi, si vous voulez, d'actions de soutien du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Par exemple, le dernier congrès a été couvert par de grands médias
en France, il y avait l'AFP, il y a aussi un article du Monde très important qui a eu un grand impact dans l'opinion française. Si on ajoute à ça les différentes plaintes des journalistes, notamment de l'Humanité, de Mediapart aussi, parce qu'il y a aussi les affaires des journalistes incarcérés au Maroc qui sont soutenus notamment par Mediapart, qui publiait les enquêtes concernant l'oligarchie aussi, qui est au centre du pouvoir à Rabat, notamment via la figure du Premier ministre Aziz Akhnouch, qui était aussi dans les négociations des accords commerciaux avec l'Union européenne, qui pose actuellement problème dans le scandale de corruption. C'est-à-dire que la négociation de ces accords-là, c'est fait par l'intermédiaire via des opérations d'influence et de corruption. Moi, je pense que la somme de tous ces éléments-là fait que même BFM TV est obligé de se démarquer et qu'il y a vraiment, si vous voulez, des acquis diplomatiques dans l'opinion européenne de la côte sahraoui qui sont en train de faire bouger les lignes parce que le conflit dure depuis longtemps. Sur ce plan, BFM TV a pris un point sur CNews? Non, je ne pense pas. Je pense pas. C'est vrai que la concurrence au pays. CNews, c'est une. Elle vire trop à droite. Hein. Non, c'est presque extrême droite. Parce que elle est même critiquée par les journalistes français. J'ai vu dans les chroniques, etc., notamment dans les radios françaises. C'est une chaîne qui est très critiquée par les journalistes parce qu'elle a pris. À la limite, c'est un choix éditorial. S'ils ont choisi d'être à droite ou à extrême droite, c'est un choix. On peut l'accepter, on peut ne pas l'accepter. Mais BFM TV essaie toujours d'équilibrer, du moins depuis un certain temps, pour essayer plus ou moins de donner la parole à nos différentes opinions, y compris par rapport à la politique extérieure. Oui. Et je pense qu'une affaire comme ça-là, c'est un coup qui peut toucher à sa crédibilité, à son audience, etc. D'où la réaction rapide de l'audit, de l'enquête, etc. Moi, je pense que la chaîne Mbarki sera mise à l'écart, pour ne pas dire être limogée, parce que la chaîne ne veut pas le traîner comme un fardeau. Et justement, il a été mis, cette mise à l'écart est une première un petit peu dans les médias. C'est une première, et soutenue par les syndicats, ce qui est important, parce que les syndicats, ils ont dit que ce qui s'est passé n'est pas normal. On suit l'affaire, ils n'ont pas dénoncé le fait qu'on l'a mis à l'écart. Donc, il y a apparemment la direction de BFM TV a des informations, peut-être que nous n'avons pas, par rapport à ce qui s'est passé. Vous pensez qu'il y aura une suite à cette affaire? Pardon? Oui, il y aura une suite, oui, parce que l'affaire est publique. Et à partir du moment où elle est publique, que tous les médias en ont parlé, y compris l'agence France Presse qui a distribué la dépêche à travers le monde, donc je pense qu'il y aura une suite. Comment cette affaire, justement, a été perçue un petit peu au Maroc, Sofiane Baroudi? Il y a une grande levée de bouclier, parce que déjà... Parce que j'ai vu qu'il y avait un parlementaire marocain qui a dénoncé la censure. Oui, il y a une grande ils ont tiré à boulet rouge sur BFM TV. Il y a déjà une crise diplomatique latente entre Paris et Rabat qui dure depuis longtemps. D'ailleurs, le président Macron devait visiter le pays en octobre. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu plusieurs réunions de haut niveau qui ont été annulées. L'ambassadeur de France à Rabat est sorti pour justifier la résolution de l'Union européenne en disant que la France n'était pas tenue de l'appliquer. Mais de l'autre côté, quand le Parlement marocain a voté une résolution en réponse, ils ont ouvertement accusé Paris d'être derrière. Un ex-ministre marocain ose parler de macartisme. Hein. Et si vous voulez, il y a eu même des accusations gravissimes. C'était contre les communistes. Certaines voix dans le Parlement marocain ont accusé Paris d'avoir fourni les éléments de l'enquête à la police belge pour justement révéler le scandale de corruption et surtout, ce qui est le plus important, le scandale de l'influence de services marocains des décisions de l'Union européenne, ce qui est encore, si vous voulez, un cran plus haut que la corruption, parce que c'était connu que les lobbyistes activaient, mais si ça passe... Si on a menacé la souveraineté, là, ça devient vraiment une affaire très, très sensible. Voilà, merci messieurs. Voilà, c'était un décryptage de l'affaire BFM TV. J'espère qu'on va suivre un petit peu de près cette affaire et les dessous de cette affaire Mbarki. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Mediapro. Restez branchés sur Al24 News.